très rapidement de faire une petite synthèse sur les gaz de schiste, leur formation, leur présence et leurs risques. Ça commence où les gaz de schiste? Ça commence il y a 180 millions d'années, à une époque donc qu'on appelle le Toarcien, c'est pas important, mais où nous étions sous la mer, il y avait des dinosaures sur les plages, et la mer ressemblait un peu à la mer Noire d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en surface, l'eau était chaude, très oxygénée par les vagues. Chaque fois qu'une vague déferle, il y a de l'air qui rentre dans l'eau et donc il y a beaucoup de vie. Il y avait des fleuves qui drainaient des massifs, des continents à côté qui apportaient des éléments nutritifs. Et donc il y avait beaucoup d'algues, beaucoup de vie en surface, dans les 20 ou 25-30 mètres de surface, là où il y a de la lumière du soleil. Et puis en profondeur, il n'y avait pas de courant. La région est une sorte de bassin fermé, donc comme la mer Noire, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Aujourd'hui, c'est le principe, c'est ce qui se passe dans la mer Noire. Mais au fond, il n'y avait pas de courant. L'eau recevait soit la matière organique qui mourait en surface, soit les déjections des petites crevettes, des petits gastéropodes, etc., qui vivent dans le plancton en surface. Et ça tombait au fond, ça consommait l'oxygène. Au bout d'un temps assez court, il n'y avait plus d'oxygène en profondeur. Et donc la matière organique, sans oxygène, ne s'oxyde pas. Elle reste matière organique. Et elle se mélange au limon et au sable apportés par les fleuves. On a donc, au fond, un limon riche, pouvant contenir 10-15% de matière organique. Alors cette matière organique, elle s'est enterrée progressivement sous des dizaines, des centaines, des milliers de mètres de sédiments pur et sable, parce qu'à 180 millions d'années, ça fait du temps. Et lorsqu'elle est suffisamment chauffée, et elle est chauffée par la température de la profondeur terrestre, vous savez, quand on creuse un puits, dans une région de plaine, la température augmente à peu près de 1 degré tous les 30 mètres. Ça fait 3 degrés tous les 100 mètres, ça fait 30 degrés tous les 1000 mètres. Et bien, lorsqu'on atteint 70-75 degrés, donc autour de 2000 mètres. Donc autour de 1000 mètres, la matière organique donne du charbon. Autour de 2000, elle donne des liquides, ce qu'on appelle des huiles de manière générale, donc de l'asphalte, du pétrole. Autour de 3000, le cracking, si vous voulez, a lieu comme dans une raffinerie de pétrole et on obtient du gaz. Voilà. Donc lorsque ce genre de couche formée au fond d'une mer qu'on appelle ulcinique, par référence au pont Euxin qui est dans l'ancienne la mer Noire, se retrouve recouvert par 2500-3000 mètres de sédiments, on a du gaz dans les sédiments. C'est systématique. Et donc, tous les géologues du monde savent à peu près où ils ont des chances d'en trouver. Ces couches où l'on cherche aujourd'hui du gaz ont été exploitées en France au XXe siècle pour les asphaltes. Par exemple, à Séverac-le-Château dans l'Aveyron, il y a une usine d'extraction d'asphalte. Ici, beaucoup plus près, il y a une usine de fabrication d'essence artificielle entre l'Audun et la Bruyère. Donc aujourd'hui, on va chercher du gaz, parce que le gaz, c'est beaucoup plus facile à exploiter, et que les rendements d'exploitation de ces couches sont faibles dans le cas des gaz de schiste. Si le sédiment dans lequel était mélangée la matière organique est du sable, le sable, ça laisse des places entre les grains. Les hydrocarbures qui se forment, qu'ils soient liquides ou gazeux, vont pouvoir migrer entre ces grains, se déplacer dans le sable. Vous mettez de l'eau sur le sable, elle tombe au fond. Si elle arrive du fond, elle remonte. À la plage, tous les enfants connaissent ça. Eh bien, c'est pareil. Si vous avez une couche de sable qui se transforme avec le temps en couche de grès, mais le grès, en règle générale, reste poreux, eh bien, le gaz monte en haut de la couche. S'il y a une couche imperméable au-dessus, il est piégé. Sous le gaz, on trouve souvent ce qu'on appelle les gisements associés des huiles, du pétrole, et en dessous, en général, le fond est rempli par de l'eau salée, qui n'a pas d'intérêt économique à l'heure actuelle. Chaude pour que le pétrole soit plus liquide s'il ne l'est pas assez, il est bitumineux. De l'eau tout court, simplement pour remplacer le gaz va sortir, et puis un certain nombre de produits, je veux bien le dire, c'est ce qui se fait très couramment dans tous les gisements pétroliers, que je dirais apparentés à vos liquides de lavage de la vaisselle. Liquide de vaisselle, parce qu'il s'agit de détacher les hydrocarbures de la roche auquel ils collent. Le deuxième cas, c'est si on était plus loin des embouchures de fleuves et au lieu d'avoir du sable mélangé au plancton tombé au fond, on avait du limon bien fait. Ce limon se transformait en argile ou éventuellement avec un mélange d'argile et de calcaire qu'on appelle usuellement marne.
Et les géologues français, avant que l'expression gaz de schiste ne nous vienne des États-Unis par une traduction un peu douteuse de shale gas, c'est-à-dire gaz de schiste argileux. Le shale, c'est la contraction de schiste et d'argile en anglais. Et donc, on appelait ça des gaz de marne. Et tous les pétroliers qui ont fait les sondages qui ont eu lieu à Valvinière, mais aussi à Vauvert, dans l'Avonage, à Lucerne, etc., ont rencontré ces gaz dans le cours de leur forage, mais en quantité telle que l'on a estimé avec les capacités des années 1950-1960 qui n'étaient pas exploitables. On savait très bien qu'il y en avait. Voilà, pas se tromper. Donc nous parlions à l'époque de gaz de marne. Ces marnes, c'est quoi? C'est des argiles, vous connaissez des ravins argileux, marneux, vous en avez à Saint-Christophe-de-Rodière par exemple, vous en avez à Salazac. Ce sont des ravinements d'une roche qui est un peu dure, mais qui, sous l'effet de la pluie, s'enterre et se transforme en argile. Là-dedans, vous avez des milliers, et même des millions, des milliards et des millions de milliards de micro-gouttelettes, chacune est à peu près de la taille d'un micro-organisme transformé en charbon. Donc vous prenez un foraminifère, vous prenez une bactérie, vous prenez une crotte de mini-crevette du plancton, et vous transformez ça en un peu de charbon et un peu de gaz. Et vous voyez que ce sera tout petit. En général, c'est au moins 10 000 bulles au millimètre cube. Voilà. Il faut donner une idée quand même, ces bulles ne sont pas reliées entre elles. Donc il vous faudrait regarder ça avec un fort grossissement, mettons au microscope avec 1 millier de fois, pour pouvoir voir ces bulles, ou ces gouttelettes si on a affaire à du pétrole ou de l'asphalte.